c'est vraiment la phase d'étude sur le retable d'Issenheim. Donc le retable a été étudié, une étude scientifique sur les panneaux peints en particulier, pour connaître le support, donc les planches de tilleul, la préparation dessus, toute la couche picturale. Donc tout ça a été vraiment étudié tant par le C2RMF, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, par des restaurateurs qui avaient fait un constat d'état. Donc il y a une étude assez précise, il y a eu un colloque consacré aux peintures de Grunewald, mais dans le cadre de cette étude, nous poursuivons en fait cette étude sur l'ensemble du retable par l'étude aussi de l'encadrement des panneaux peints, l'étude des sculptures de Nicolas de Haguenau, et puis aussi, c'est un point un peu particulier dans cette étude du retable, sur les structures de maintien du retable d'Issenheim. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte en faisant avec les pompiers du SDIS le plan d'évacuation des œuvres en cas de sinistre, c'est que pour le musée Unterlinden, nous pouvions soit évacuer, soit protéger toutes les œuvres, sauf une, le retable d'Issenheim. Donc il y a toute une étude qui a été demandée. J'ai préparé un cahier des charges pour cette étude complète sur l'ensemble du retable. Et en fait, c'est un groupement de restaurateurs avec à sa tête M. Pontabry qui a répondu et qui a été choisi pour faire l'étude du retable dans sa globalité. Donc, panneaux peints, support de bois, encadrement, structure de maintien et sculpture. Et là, actuellement, donc, il y a 3 restauratrices, Anne-Gérard Bindélé, Juliette Lévy et Marie-Emmanuelle Meilloas, qui sont en train de travailler sur les sculptures. Et ça, c'est presque pour moi le plus important. Bon, c'est sûr, les sculptures, c'est ce qui m'intéresse vraiment le plus. Mais surtout, les sculptures n'avaient pas été étudiées depuis 1986. Date à laquelle il y avait eu un colloque sur les sculptures du retable. Mais depuis, plus rien. Et on sait bien que la science évolue très très vite. Et en 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc on a de nouvelles techniques, on a de nouvelles visions, on connaît plus d'œuvres. Et donc il y a vraiment une étude importante sur l'ensemble des sculptures et des rinceaux sculptés. Pour l'analyse des pigments, avant, on était obligé tout le temps de faire des prélèvements, on continue à faire des prélèvements, mais il y a aussi maintenant des appareils qui, sans prélèvement, permettent de nous dire quelles sont exactement la composition chimique de chacun des composants. Donc ça évolue quand même assez vite. Même pour tout ce qui est, je vois, la dendrochronologie du bois, pour l'analyse du bois et savoir quelle essence c'est exactement et à quelle date l'arbre a été abattu, ça a beaucoup évolué. Avant, on était là aussi obligé de faire des prélèvements. Finalement, un prélèvement, c'est une altération de l'œuvre et on n'en a pas le droit en tant que conservateur. Aujourd'hui, pour une dendrochronologie, on ne fait plus de prélèvement. On fait une photographie en fait, de la base, par exemple, d'une sculpture et on arrive à pouvoir dater approximativement, enfin à peu près, la date d'abattage du bois. On cherche à avoir une cartographie en fait, de l'ensemble du retable, tant pour les peintures que sur les sculptures, cartographie à la fois des altérations, si elles existent, et puis cartographie pour connaître plus précisément l'ensemble techniquement de la création du retable, pour pouvoir, même dans le temps, pouvoir évoluer et voir comment faire vivre le retable. Par rapport aux sculptures, par exemple, donc, qu'on va étudier, on sait qu'il y a des soulèvements. Là, ce que voient les restauratrices, c'est que le brocart appliqué, qui est le superbe textile, enfin l'imitation de textile qui recouvre la robe de Saint-Augustin, il y a des soulèvements de ce brocart appliqué. Donc là, elles vont préconiser à la fois le refixage, elles vont nous dire qu'est-ce qu'il faudrait prévoir, combien de temps, combien cela pourra coûter, mais aussi, on en parlait, il faut prévoir ces œuvres-là ne sont pas protégées sous des vitrines, donc il y a de la poussière qui tombe, donc il faudrait prévoir par exemple tous les ans un nettoyage, parce que qui dit poussière, la poussière s'infiltre dans les lacunes et puis ne fait qu'accentuer les soulèvements dans la polychromie. Donc c'est à la fois avoir un constat à l'instant T du retable, d'où il en est, en fait, de sa vie, de son processus de dégradation, parce que malgré tout une œuvre se dégrade, donc où il en est, ce que l'on peut faire pour sa conservation, pour son esthétique aussi, parce que ça c'est important, et puis après, voir comment on fait en sorte qu'il se porte de mieux en mieux, le mieux possible. C'est une œuvre qui a quand même 500 ans. On voit bien qu'elle est en bon état et en fait on voit surtout bien qu'à l'époque où il a été réalisé, le commanditaire qui est représenté sur les sculptures et qui a laissé ses armoiries sur les panneaux peints, il a fait en sorte que cette œuvre soit parfaite parce que techniquement elle est parfaite, donc elle est quand même en bon état, on voit qu'elle est en bon état. Le problème presque le plus important, et cette étude va nous répondre, c'est à quel niveau
allons-nous aller pour sa restauration de l'ensemble, parce qu'il faut quelque chose de très harmonisé. C'est plus facile de restaurer un panneau peint de 1,20 m sur 1 mètre qu'un polyptyque avec 11 panneaux peints et une dizaine de sculptures. Ça, c'est complexe parce que c'était un ensemble et que la restauration doit aussi être un ensemble. Donc il faut trouver un niveau équilibré pour l'ensemble. C'est la recherche pure, déjà. Mais c'est aussi voir l'œuvre d'une autre manière, on la sort de son contexte, même de descendre, je parle des sculptures là, de descendre ces sculptures de leur caisse, c'est un aspect aussi sacré, et de les voir sortir, de les voir sur une table et de la voir là à 20 cm, c'est quand même très impressionnant et très émouvant, je dirais, parce qu'on la voit de plus près. Alors elle est désacralisée, mais en même temps elle en est encore plus forte parce qu'on la voit là, et on voit à quel point c'est un grand maître qui a sculpté les œuvres. Il suffit de regarder les détails, voir comment ils sont passés par derrière dans les plis ou dans les visages, comment ils ont traité les visages. Quand je faisais des visites du retable, je disais toujours aux visiteurs, vous ne le voyez pas, mais sachez que la bouche de Saint Jérôme est ouverte, que le sculpteur a sculpté chacune des dents et qu'il y a une des dents qui manque. Personne ne le voyait, et là, tout le monde peut le voir parce que ça se voit vraiment et c'est très impressionnant.